Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion economy et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Dans cet épisode, je reçois Julien Saint-Flour, ancien avocat. Il a fait le choix de poursuivre sa carrière en start-up. Grâce à cette première expérience, il a développé l'idée d'aider les avocats collaborateurs dans l'acquisition de leurs clients. Personnellement, j'ai rencontré Julien il y a quelques temps maintenant lorsqu'il a rejoint une de nos formations chez 10 000 heures qui était à l'époque un de mes side projects. Cette formation permet d'apprendre à automatiser les différents outils que l'on utilise dans sa stack marketing ou pour créer des produits en mode no-code. J'ai justement voulu en savoir plus sur comment Julien avait mis en pratique ses compétences pour créer à son tour sa première formation. Bonne écoute! Salut Julien. Bonjour Amine. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir échanger à propos de ce que tu fais tous les jours, mais surtout pour parler de ton side project. Merci pour l'invitation. Nous, on se connaît un petit peu parce que tu as eu l'occasion de suivre une de nos formations à 10 000 heures qui est à propos de l'automatisation. Donc, c'est comme ça que j'ai pu apprendre à te connaître, à savoir ton métier, ce que tu fais tous les jours, mais aussi à découvrir ton side project. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais. Alors, Julien Saint-Flour, je suis directeur des opérations dans une start-up qui s'appelle Séraphin Légal et qui produit des logiciels sur mesure pour les directions juridiques principalement, qui développe notamment 2 outils à partir de technologies de génération automatisée de documents. C'est un petit outil qui est très utile pour les directions juridiques et un autre outil qui est davantage autour de l'automatisation des bots, des assistants virtuels, pour donner de l'information juridique à des opérationnels souvent en entreprise. Et à côté de cette activité, donc chez Séraphin, je me suis lancé dans un side project il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, qui a vocation à former les avocats qui ont un travail donc collaborateur, ce qu'on appelle les avocats collaborateurs, en droit des affaires et qui veulent se former au développement de leur clientèle. Et donc, je travaille depuis à peu près 2 ans sur ce projet-là pour créer une formation, la mettre en ligne, intéresser les avocats à ce sujet et en même temps leur fournir des outils gratuitement, du contenu. Voilà, donc c'est un petit side project que je mène depuis à peu près 2 ans et qui est en ligne véritablement depuis 2 mois à peu près, puisque dans la création du side project, il y a évidemment tout l'amont. Et le lancement, finalement, c'est qu'une petite partie aujourd'hui de toute cette aventure-là. Exactement. Et d'ailleurs, toi, tu as fait le choix de lancer un side project auprès d'une cible que tu connais bien, finalement, parce que tu corresponds aussi à cette cible de par tes formations, mais aussi de par ton expérience professionnelle. C'est bien ça ? C'est ça. Donc moi, je suis ancien avocat. Donc effectivement, j'ai exercé comme ma cible aujourd'hui pour mon side project. Et donc j'avais identifié certaines problématiques à l'époque quand j'étais avocat. J'ai quitté la profession d'avocat pour faire autre chose. Je voyais pas mal de copains qui s'amusaient bien en start-up et je me suis dit que c'était le moment pour moi d'aller voir aussi de ce côté-là. Et donc je suis resté dans le domaine du juridique. J'ai rejoint une première start-up qui s'appelle Captain Contrat, que les entrepreneurs en général connaissent bien, qui notamment propose de l'automatisation de documents pour des entrepreneurs qui veulent créer des statuts de SAS, des contrats de travail, etc. Et mon rôle chez Captain Contrat était notamment de faire en sorte que les avocats qui étaient référencés sur la plateforme convertissent au mieux les prospects qu'on leur envoyait en clients. Donc maximiser le taux de conversion. Et donc c'est là que je me suis un peu intéressé au sujet du marketing pour les avocats, que je me suis rendu compte qu'effectivement il n'y en avait pas beaucoup qui prenaient ce sujet-là au sérieux quand ils étaient entre guillemets collaborateurs, c'est-à-dire c'est un statut un petit peu particulier, avocat collaborateur. C'est tu es freelance en fait, t'as pas de contrat de travail. En revanche, tu as un patron qui te fournit des clients
Et donc, c'est un petit peu comme si tu étais en agence de design, sauf que tu n'es pas salarié de l'agence, tu es freelance. Et ces gens-là continuent, si tu veux, à être fournis en travail par leur patron. Mais le jour où ils veulent s'associer avec leur patron ou développer leur propre business, bah, ils n'ont pas de clients parce qu'en fait, on leur a donné des clients pendant toute leur carrière. Et donc, ils se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau à pas savoir développer leur clientèle eux-mêmes. Et donc, moi, c'est cette problématique très particulière que j'adresse qui, effectivement, était quelque chose que j'ai pu découvrir soit en tant qu'avocat, soit chez Captain Contrat et aujourd'hui chez Séraphin, puisque je continue à avoir un peu des avocats aussi. Ok, donc on voit que c'est un problème que tu as cerné depuis un petit moment parce que tout simplement déjà tu l'as vécu, tu as sûrement des collègues, des confrères qui ont eu cette problématique-là, mais comment est-ce que tu t'es dit, ok, je valide la problématique et je vais essayer d'y apporter une solution tout en sachant que le risque, c'est que finalement ça touche très peu de monde. Comment est-ce que tu as validé l'idée et tu t'es dit, je vais me lancer et je vais essayer d'apporter une solution. Alors, dans la jeunesse du projet, moi j'ai quitté Captain Contrat après 2 ans, il y a à peu près 2 ans aussi. Et quand je suis parti, je me suis dit, il y a une des problématiques qui n'est pas adressée, c'est spécifiquement pour cette population d'avocats collaborateurs, il n'y a personne pour leur expliquer comment trouver des clients. Et il existe des plateformes comme Captain Contrat qui te permettent d'aller chercher des clients, mais tout le monde ne peut pas être référencé sur ces plateformes-là. Il y a du travail que pour certains avocats, pas tous les avocats de France. Et donc, il faut les former. Et je suis parti avec cette idée en tête qu'il fallait que je trouve une idée autour de ça, mais avec des contraintes que je m'étais fixées, c'est-à-dire que j'avais trouvé un travail à côté. Je savais que j'allais avoir une activité à temps plein. Et je voulais pas que ce soit je voulais pas monter une start-up, une entreprise de manière trop chronophage. Donc rapidement, je me suis intéressé sur quels seraient les outils, enfin quelles valeurs je pourrais apporter, qui pourraient être automatisées, en tout cas qui pourraient tourner tout seul une fois évidemment le produit construit, et qui me permettrait, si tu veux, de ne pas avoir à fournir plus d'efforts que les efforts initiaux du projet et donc de pouvoir mener à bien cette activité, ce side project, en même temps que mon activité salariée. Du coup, la formation en ligne, c'était quelque chose qui validait un petit peu tout ça, puisqu'une fois que tu as construit ta formation, la formation, elle existe, il faut la mettre à jour, mais disons que ça demande moins d'efforts que l'effort initial. Et puis, d'un point de vue produit, c'était pas très complexe. Aujourd'hui, il existe des outils pour créer ces formations en ligne de manière assez rapidement, tester, on va dire, sans avoir à faire de trop gros investissements. Et du coup, pour valider mon idée, après ça, je suis quand même allé poser des questions à des avocats collaborateurs, donc des jeunes avocats. J'ai fait un sondage pendant l'été et je leur ai posé plein de questions sur le développement de la clientèle. Est-ce que c'était une problématique qui les concernait ou est-ce que c'était pas quelque chose qui les intéressait tout de suite? Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à constituer leur clientèle? Est-ce qu'ils avaient eu des ressources qui les intéressaient sur ce sujet? Donc j'ai posé pas mal de questions et ce qui revenait beaucoup, c'est que leur stratégie marketing était beaucoup focalisée sur le bouche à oreille. Donc ça, c'est un peu du hasard. Et qu'il n'y avait pas vraiment d'action qui était mise en œuvre derrière, mais qu'en revanche, ils étaient assez intéressés par le sujet d'anticiper un peu mieux leur installation ou le développement de leur clientèle. Donc ça, j'ai pris le temps de le faire effectivement. Et j'ai eu de la chance. En parallèle, j'ai une autre dame aussi qui est directrice marketing d'un gros cabinet d'avocats en France qui a fait à peu près le même sondage. Donc, si tu veux, avant de me lancer, j'ai eu un peu mon sondage, les résultats, plus les résultats un peu de ce deuxième sondage qui sont venus confirmer un peu que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc, toi, dès le début, tu as cette notion de side project, c'est-à-dire que tu veux quelque chose qui tourne en parallèle de ton activité et tu veux pas forcément créer de start-up ou de boîte. Ouais, exactement. C'était une Ça faisait volonté. partie des critères de créer quelque chose qui me prendrait moins de temps, peu de temps dans le futur et qui serait vraiment quelque chose que je ferais en parallèle de mon travail, de mon activité principale. Ok. Et du coup, quelle a été la première version de ce produit que tu as mis entre les mains de tes utilisateurs? Quel a été finalement le MVP de ton side project? Alors, j'ai commencé
Au départ, j'étais tout seul. Je me suis beaucoup posé de questions, j'ai fait ce sondage, je suis allé rencontrer des gens, j'ai fait des déjeuners avec des avocats et j'ai eu un petit déclic qui a été une connaissance qui m'a mis en relation avec un développeur. À l'époque, je cherchais pas tout de suite à construire la plateforme. Je me projetais plutôt sur la phase de bon, il faut que je commence à construire le contenu et que je regroupe un peu les connaissances, le matériau premier, et on verra plus tard pour la plateforme. J'avais sondé un tout petit peu les plateformes existantes, euh, mais sans vraiment voilà, acheter quelque chose et commencer avec un outil no-code par exemple. Et le MVP, ça a été en fait la construction des maquettes du futur site que du coup j'ai construit avec un dev sur WordPress et qui m'a permis de valider un petit peu la traction de ma landing, voir un petit peu comment les gens réagissaient. Est-ce qu'il y avait des gens qui la visitaient? Est-ce qu'il y avait des gens qui me contactaient, qui remplissaient le formulaire qui était sur le site? J'avais créé aussi un tout petit lead magnet. J'avais créé 5 articles, donc vraiment on va dire la version minimum de mon contenu, juste pour voir si le sujet intéressait les gens. Donc 5 articles de blog, pas très longs. Et je les ai mis sur le site avec dispo en échange d'une adresse email. Et donc j'ai regardé un petit peu si les gens s'inscrivaient et avaient un intérêt pour ce sujet-là. Donc je dirais que ça a été la première chose. Et comment tu as fait pour faire connaître ce lead magnet? Comment est-ce que tu l'as partagé? Alors, au départ, j'ai construit, on va dire, une liste d'emails très manuellement. Je savais pas trop comment faire tout ça. C'était vraiment le début. Donc, je suis allé sur les sites de cabinets d'avocats et je suis allé voir dans les sections collaborateurs, donc tous les avocats qui sont pas associés du cabinet. Et je les ai mis dans un Google Sheet. Et pendant 2 semaines, 3 semaines, j'envoyais des emails en masse au début pour répondre à mon sondage. Donc j'avais des gens qui me connaissaient un petit peu là-dessus, qui m'avaient demandé de les recontacter quand mon projet serait un peu plus mûr, qui serait en ligne. Et donc j'avais ces personnes-là qui ont gardé contact avec moi depuis le sondage par email. Et ensuite, j'ai pas mal prospecté aussi sur LinkedIn pour faire connaître ce lead magnet. Donc je démarchais directement sur LinkedIn des avocats. Je leur envoyais un petit message leur demandant de se connecter à mon réseau. Et dans ce petit message, je leur mettais en fait, au lieu de les démarcher en leur disant je suis un prestat, je leur disais voilà, j'ai un contenu qui pourrait vous intéresser sur le développement de la clientèle personnelle. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je serais ravi de faire partie de votre réseau. Voilà le contenu. Et ça marchait plutôt bien. J'ai des gens qui m'ajoutaient, on va dire, de manière assez importante. J'ai un bon taux de conversion de cette prospection sur LinkedIn. Et donc, principalement, c'était ça. Ok. Donc, pour en arriver là, tu as déterminé une problématique avec une cible. Ensuite, tu as manuellement créé ton premier fichier de lead ultra qualifié, c'est-à-dire uniquement des avocats collaborateurs, auxquels tu as envoyé un sondage. Et en fait, ce sondage, c'est une manière déjà de créer un lien avec cette cible, au-delà du fait d'avoir des réponses ultra qualifiées qui vont te permettre de valider ton produit, de valider certaines spécificités, ça te permet déjà d'avoir un point de contact avec ces personnes-là qui sont ta cible, de savoir si le produit les intéresse ou pas. Ensuite, grâce à ces résultats, tu as mis en place des actions. Dans l'occurrence, c'est de créer un WordPress avec un lead magnet. Puis, tu as recontacté les personnes que tu as contactées pour leur proposer ton lead magnet. Et ensuite? Alors, la suite, ça a été de valider, on va dire, une fois que j'avais cet intérêt, cette marque d'intérêt pour le sujet, il fallait que moi, je me prouve que j'étais capable de produire le contenu. Donc, j'avais une vague idée de ce que je mettrais dans le contenu, mais il fallait que je valide que ça intéressait bien, que c'était pas trop généraliste, que c'était ça donnait assez de valeur en fait aux personnes. Et du coup, assez rapidement, j'ai créé une formation gratuite qui dure à peu près 1 heure et demie,
J'ai créé des slides et j'ai invité des gens à participer en présentiel à cette formation. C'était avant le premier confinement, juste avant, 2-3 semaines avant. Sous forme de webinar? Non, non, ils venaient, je les invitais, je les invitais dans les locaux de Séraphin, donc de mon employeur actuel. On avait une belle salle de réunion et donc ils venaient, je limitais à 10 personnes et je voyais si j'avais de l'attraction sur des gens qui se déplaçaient, qui faisaient l'effort de venir le soir, c'était à 20h, parce qu'en général ils sortent assez tard. Et j'ai validé en fait le fait que j'ai des gens qui viennent et surtout qui me donnent des feedbacks en fait sur la formation gratuite, qui est on va dire la version minimale qui me donne de la valeur pour moi, selon moi. Et écoute, ça s'est plutôt bien passé. C'est quelque chose que je fais, que j'ai continué du coup en ligne pendant le confinement, puisque très rapidement on n'a plus pu faire ça. Donc ça m'a permis de refaire ça en ligne, de valider aussi le fait que ça marchait bien en ligne, puisque j'avais l'impression, en tout cas le sentiment que pour activer mes clients, c'est-à-dire les convertir de prospects à clients, le fait d'avoir un rendez-vous en présentiel, c'était quelque chose qui allait être important dans mon process commercial. Et en fait, le confinement a validé, si tu veux, le fait que je pouvais aussi faire ça en ligne et que je pouvais aussi activer des clients, les convertir des prospects en clients facilement aussi en ligne, grâce à ce contenu qui donnait beaucoup de valeur. En tout cas, c'était le retour que j'ai eu, c'est que c'est une formation qui plaît bien et je continue de la faire depuis mars, tous les mercredis soirs, de 19h à 20h30, j'ai ce rendez-vous qui est un peu, qui est mon deuxième lead magnet, si tu veux, maintenant, où les gens vont s'inscrire sur Eventbrite pour participer à cette formation. C'est quelque chose que aujourd'hui je démarche, si tu veux, mes prospects aussi de cette façon-là sur LinkedIn maintenant, quasi exclusivement. C'est le lead magnet que je mets en avant, la formation d'1h30. Je mets plus les 5 articles de blog en avant, je mets plutôt ça en avant. Et donc, j'ai des gens le mercredi soir en continu qui viennent à cette formation-là. Et donc ça, c'était un peu la suite, c'était de valider un petit peu le contenu. Et ça a duré, on va dire, de mars à juin. Et de mars à juillet plutôt, j'ai continué à faire ça jusqu'en juillet. Et en août, j'ai complètement arrêté la partie marketing, c'est-à-dire générer du trafic sur cette formation, pour me concentrer sur la création du contenu, parce que le contenu, il n'existait toujours pas en fait. Et donc j'ai passé mon mois d'août à créer vraiment la formation à partir de cette base que j'avais validée, si tu veux, avec mes potentiels prospects, futurs prospects. Ce qui est cool, c'est que chaque mercredi, tu as une nouvelle personne qui sont venues assister à ton cours. Et comme ça, tu as pu l'améliorer à chaque fois, prendre des feedbacks, faire des retours sur ton cours pour avoir un cours, j'allais dire, de plus en plus parfait. En t'écoutant, tout à l'heure, tu disais que tu as organisé cette première formation dans les locaux de ton employeur actuel. Ouais. Comment ça se passe avec ton employeur? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce side project, par rapport à ton activité principale? Écoute, c'est un sujet que moi j'ai vite abordé avec mon employeur dès le début quasiment de ma prise de poste chez eux, puisque j'avais ce projet-là juste avant d'arriver chez eux, entre les deux expériences professionnelles, Captain Contrat et celle-là. Du coup, ça a été très clair au début que je voulais mener ça à bien. Et puis, j'avais la chance d'avoir aussi des boss qui étaient assez compréhensifs de ce point de vue-là et même plutôt intéressés, puisque les avocats, ça peut être une cible aussi, même si c'est pas la première cible pour Séraphin. Donc, c'est toujours de la notoriété, des actions marketing qui peuvent être intéressantes aussi par ricochet pour Séraphin. Et donc, ce que ça m'a apporté dans mon activité actuelle, déjà, j'ai creusé un sujet, donc le sujet du marketing à fond pour produire les contenus que je vends moi aux avocats aujourd'hui. Donc, mon expertise entre guillemets sur ce sujet, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui que lorsque j'ai commencé au mois de juin-juillet. J'avais déjà, si tu veux, j'étais déjà dans ce domaine-là quand je travaillais chez Captain Contrat, mais ça m'a forcé à structurer un peu ma pensée, le fait de rédiger des articles de blog, de créer une formation, de la donner en live, de voir ce que les gens disaient, etc.
C'est un super exercice pour structurer un peu sa connaissance. C'est quelque chose qui a aussi bénéficié, je pense, à mes collègues, puisque pour l'onboarding de tous les nouveaux, le fait qu'ils comprennent bien aussi ce qu'on est en train de faire en termes de marketing, les canaux qu'on a choisis chez Séraphin, tout ça aussi, ça m'a permis, moi, de mieux structurer euh, toute la transmission du savoir en interne chez Séraphin, donc de faire bénéficier aussi de ce que moi j'ai appris à d'autres. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent, hein. Plus les gens en interne dans une entreprise développent un peu des compétences annexes ou alors des side projects, plus ça a un intérêt aussi pour l'entreprise qui va pouvoir bénéficier de ces compétences. Typiquement, j'ai passé le mois d'août à faire des vidéos pour ma formation. Bon, j'en avais jamais fait avant. Je me suis cassé les dents 1000 fois sur prendre la vidéo avec le son sans l'image, avec l'image sans le son, les problèmes de Wi-Fi, etc. Donc ça, c'est sans le faire, en fait, voilà, Tu c'est de la sais pas. théorie, donc tu sais pas. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que je peux moi transmettre en interne, parce qu'on fait beaucoup de vidéos aussi chez Séraphin depuis peu. Et du coup, cette expérience-là, elle sert à tout le monde, en fait. On va plus Ouais. vite sur le choix des logiciels, sur le choix de la façon de monter. Enfin voilà, c'est plein de choses qui sont bénéfiques au final pour l'entreprise. Et c'est une belle histoire parce que, tu vois, ce genre d'initiative, je pense que c'est à encourager parce qu'il y a encore énormément de salariés qui font leur side project en cachette, en ayant peur qu'on puisse les voir et les juger sur leur projet. Donc, moi, je pense que les employeurs ont tout intérêt à encourager leurs salariés à lancer des side projects, à leur permettre de le faire parce qu'on voit qu'au final, c'est bénéfique pour toi, mais aussi pour les autres employés qui entourent finalement le porteur de projet parce qu'il va pouvoir apporter un retour d'expérience sur ce qu'il a pu faire et Ouais, enseigner pas complètement. mal de choses. Du coup, tu arrives au mois d'août, tu arrives avec ton objectif qui est quasiment atteint, qui est de réaliser toutes ces vidéos pour avoir un produit qui est déjà prêt et qui va pouvoir tourner sans toi. Et du coup, c'est quoi la suite? C'est ça. Donc là, c'est l'étape. Ça fait à peu près 9 mois que je suis en train de tester des premiers contenus, des articles, une formation gratuite. Et là, il faut que je m'y mette vraiment, quoi, créer le contenu, le produit pour pouvoir le vendre, puisque j'ai des prospects qui quittent, si tu veux, ma formation ou mes articles en se disant bon c'est quoi la prochaine étape en fait. Et moi je leur dis ça arrive à la rentrée, ça arrive en septembre. Et donc là mois d'août, j'ai pris mon mois d'août en full time là-dessus, en me disant il faut que j'arrive à on va dire mon MVP de produit vendable cette fois à la fin du mois d'août, parce qu'après je reprends mon travail en septembre et je pourrais pas faire ça le soir et les week-ends, quoi. Donc je prends ce temps-là. Je passe pas mal de temps. Voilà, je passe, je pense, sur le mois d'août, une semaine, 2 semaines, à me casser un peu les dents sur les outils, sur des choses que j'avais pas forcément anticipées et qui sont un vrai frein à ma productivité, au fait que je produis ces contenus. Moi, j'avais pris beaucoup de notes, structuré beaucoup de notes depuis déjà quelques temps, donc je savais ce que je voulais produire. Euh, mais du coup, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, bon, j'ai mon setup de montage, mon logiciel, je sais avec quels outils il faut que je travaille pour pas avoir de problème. Et donc là, je peux vraiment être productif et j'arrive fin août, début septembre avec un produit, enfin avec des contenus qui sont allez, à 90% ce que je voulais de mon objectif, quoi. Donc pas mal, mais pas fini. Et là, on prend quand même la décision de mettre en ligne avec un prix, parce qu'on se dit que de toute façon, les gens vont pas arriver tout de suite. Donc moi, ça va me laisser un petit peu de temps pour construire les 10% du reste. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai repris en septembre les formations gratuites. Donc je me suis remis à faire du marketing, entre guillemets, à faire connaître un peu le produit. Et puis euh, on a vraiment mis en vente fin septembre, on va dire, dans le format actuel, avec un petit outil aussi qu'on a rajouté au site en gratuit, qui est un outil d'agrégation d'événements.
ou aller réseauter. C'est une sorte de curation automatisée en fait d'événements ou aller réseauter. Avec le Covid, bon, c'est un petit peu tombé à l'eau ce genre d'outil. Et du coup, on l'a rendu gratuit, ce qui a donné, ce qui a été aussi une occasion de communiquer un peu sur le produit et de remettre un petit peu de gaz, on va dire, sur la partie marketing, avec une première version du contenu, on va dire qu'à 90% qui était faite. Et donc aujourd'hui, j'en suis là. J'ai toujours pas fini les 10% restants, mais c'est pas très grave, puisque il y a à peu près 5 heures de formation. Donc le temps que les gens digèrent, prennent le temps d'aller consommer tous ces contenus, j'ai un petit peu de temps. Moi, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va aller regarder les 5 heures d'un coup de formation. C'est quelque chose qui se digère un peu. Je pense que toi aussi, tu as eu cette expérience-là quand on met une formation en ligne, quand on se lance en tout cas sur cette activité de formation en ligne. Il y a ce phénomène qui veut que les gens achètent et vont consommer potentiellement des mois et des mois après. Euh, donc voilà, j'en suis à ce moment-là où ils sont en train de regarder, mais je sais que j'ai un peu de temps avant qu'ils aient vraiment finalisé tous les contenus. Effectivement, en t'écoutant, je repense à la formation que j'ai lancée, que tu as suivie d'ailleurs. Donc, tu as vu un peu comment j'ai mis en place cette formation, comment je l'ai lancée. Tu as fait partie des bêta-testeurs. Tu as vu la formation arriver au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je sortais de nouveaux chapitres. Cette manière de faire, en fait, elle permet d'améliorer, de faire des retours, d'avoir des feedbacks. Et on constate effectivement que il y a beaucoup de personnes qui achètent des formations mais qui ne vont pas forcément les suivre d'une traite. Et déjà, c'est même mieux de toute façon de manière pédagogique. Et ce qui fait qu'on a la possibilité d'avancer avec ces bêta-testeurs. Donc, tu as fait cette formation-là, tu l'as lancée. J'imagine que tu as fait un emailing pour contacter les personnes qui ont suivi tes formations en présentiel ou à distance. Est-ce que tu es satisfait dans un premier temps du taux de conversion du lancement? Alors, j'ai fait effectivement un lancement auprès de ma communauté de gens qui avaient participé à la formation en ligne et à ceux qui avaient téléchargé le guide. Donc ça fait à peu près 200 personnes. C'est pas c'est pas un grand nombre de personnes, mais c'était important pour moi de commencer avec ces gens-là qui m'avaient fait confiance et de voir un petit peu comment eux réagissaient. Et aujourd'hui, j'ai communiqué de deux façons. J'ai fait un lancement par email. Effectivement, je leur ai envoyé un email à tous. Avec certains, on continuait d'échanger sur LinkedIn, etc. Aujourd'hui, en matière de taux de conversion, je pense qu'on peut faire mieux. Enfin, c'est pas, tu vois, j'ai pas converti 200 personnes d'un coup. Mais je pense que c'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps aussi. Euh, Il y a plein de choses qui font que un produit va être acheté tout de suite ou pas. La formation, pour se lancer dans une formation, il faut être dans les bonnes dispositions, avoir un peu de temps. Donc, c'est pas forcément un achat compulsif. En revanche, j'ai beaucoup de gens qui, entre guillemets, posent des options et me disent, enfin voilà, dès que j'ai un moment, on se recontacte et il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas insatisfait de la conversion, c'est-à-dire que j'ai des clients que je commence à, à mettre en œuvre, si tu veux, la suite de mon projet, toute la partie qui concerne cette fois la rétention, voire la recommandation, donc faire en sorte que ces gens-là qui ont payé soient contents, maintenir le lien avec ces personnes-là, les recontacter, leur demander des feedbacks, organiser d'autres types d'événements avec eux autour de l'apprentissage, donc faire des ateliers thématiques sur certaines choses aussi. Euh, mais voilà, j'ai pas cette pression, on va dire, du lancement où il faut qu'il y ait un taux de conversion à 50-60% pour que ça soit satisfaisant. Moi, c'est mon side project, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, donc si tu veux, je préfère faire les choses tranquillement, être constant, on va dire, dans le temps, maintenir la formation gratuite du mercredi, maintenir les échanges par email, les posts sur LinkedIn en apportant de la valeur. Et on fera le bilan dans 6 mois, dans un an. Là, c'est un peu tôt pour,
pour vraiment vérifier qu'il y a quelque chose ou pas, quoi. D'accord. Parce que finalement, quand on lance ce type de projet, il y a différentes manières de le valider. En tout cas, il y a différentes étapes de validation. Il y a la validation du besoin et il y a la validation de est-ce que j'ai le bon produit en face et est-ce que c'est rentable financièrement pour moi. Euh, Tu sais, c'est un peu cet exemple dans le livre de la semaine de 4 heures où quand tu demandes à des gens est-ce que vous Ouais, seriez intéressé potentiellement par cette idée, il y a toujours une différence entre les réponses que tu obtiens quand tu demandes avant et quand tu demandes une fois que tu as le produit déjà créé, tu leur dis bon bah voilà, le produit est là, bah, tu n'as pas forcément les ouais. mêmes réponses. Donc, tu en as cette étape-là, l'étape où finalement tu dois optimiser pour savoir si tu dois continuer ou pas. Mais j'ai l'impression aussi que pour toi, c'est un projet sur le long terme, c'est-à-dire que tu vas pas attendre 24 heures après le lancement pour voir si ça Ouais, ouais, c'est marche. ça. Moi, je le vois comme un projet qui doit générer des revenus récurrents, un complément de revenus, si tu veux, sur mon salaire principal. Euh, c'est un produit que je vends aujourd'hui 350 euros, autour de 350 euros. Donc, si j'ai 4, 5, 10 clients par mois, ben, ça me fait déjà un beau complément de REM. Et si tu veux, aujourd'hui, c'est ça que je vise moi là dans les 6 mois, un an, c'est d'arriver à avoir cette récurrence, on va dire, en matière de nouveaux clients, puisque j'ai un business model qui est un one shot. En fait, les gens payent 350 euros une fois. Donc d'avoir tous les mois un nombre voilà, croissant de clients. Construire ma réputation sur ce produit-là et dans 6 mois, un an, être un petit peu la référence sur ce sujet du marketing pour les avocats et là, peut-être espérer faire beaucoup plus gros en termes de volume. Lancer un cours en ligne, c'est clair que c'est le type de projet qui te permet d'atteindre cet objectif de crédibilité ou d'expertise. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui se positionnent, par exemple, dans une industrie, par exemple l'industrie pharmaceutique, l'industrie des avocats, si on peut dire ça comme ça, et qui vont proposer leur expertise sur un sujet particulier. Ouais, Et c'est ce que tu fais. Tu as pris le sujet des avocats collaborateurs. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu avais que 200 leads, entre guillemets. Mais en fait, ces 200 leads-là sont ultra qualifiés parce que c'est déjà des avocats. En plus de ça, c'est des avocats collaborateurs. Et en plus de ça, c'est des personnes qui ont participé à des événements, à tes événements, donc qui ont vu ton expertise. Donc c'est toujours plus intéressant d'avoir une petite audience ultra qualifiée que d'avoir, je sais pas moi, 3000 personnes qui s'intéressent de manière générale au marketing, qui n'ont pas forcément les mêmes métiers. Et c'est toujours plus intéressant pour toi et pour ton ouais, activité. ouais, tout à fait. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un marché, entre guillemets, que je peux mesurer. Tu vois, je connais le nombre d'avocats collaborateurs en France. Il y en a à peu près 20 000. Euh, je vais pouvoir les repérer facilement sur LinkedIn parce que ils ont un titre qui est avocat collaborateur. Donc on va dire, il y a certaines choses qui sont plus faciles, on va dire, en matière d'acquisition dans mon domaine ou en tout cas dans le domaine de quelqu'un qui va prendre une niche parce qu'il va savoir exactement quel type de prospect aller contacter plutôt que de se dire on va aller potentiellement intéresser tout le monde et il va falloir essayer de segmenter de manière beaucoup plus complexe avec d'autres types d'outils. Donc ça, c'est aussi un investissement en temps que j'ai pas eu à faire, quoi, de faire tout ce travail de recherche des prospects. Là, j'ai la chance que ils soient là. Il y a même un annuaire professionnel des avocats où il suffit de prendre la liste et puis voilà, ils sont tous là, quoi. Donc effectivement, être dans une niche comme ça, c'est c'est plus facile pour se positionner et donc se démarquer et être plus pertinent, on va dire, pour ta cible. Et en même temps, ça peut être aussi un gain de temps en matière d'investissement marketing, ce qui correspondait moi à ma mentalité quand j'ai commencé mon side project, c'est-à-dire de passer, d'avoir vraiment tous les moyens, de penser à tous les moyens pour automatiser le plus possible toutes ces tâches que j'allais devoir mettre en œuvre. Le fait que
tu une reconversion, entre guillemets, bah, c'est quand même un sacré avantage pour toi parce que justement, la cible que tu vises aujourd'hui, c'est une cible à laquelle tu as appartenu, donc tu connais très bien leurs problématiques, mais en plus de cela, tu sais aussi utiliser les bons mots, c'est-à-dire pour le wording, le copywriting, sur des pages de vente, tu vas savoir quels termes utiliser. Et on a beau être un très bon marketeur, si on ne connaît pas le métier, ça peut être compliqué. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Je pense que c'est une bonne approche on se pose souvent la question de, voilà, si je devais créer quelque chose en side project, qu'est-ce que ça serait dans l'idéal? Est-ce que je regarde du côté de mes passions, du côté Ouais, je sais pas, de ce que je fais déjà au travail? Parfois, ce qu'on fait passionne pas vraiment. Moi, j'étais avocat fiscaliste, ça me passionnait pas plus que ça. C'est pour ça que j'ai changé aussi d'orientation. Et pourtant, bah, je m'éclate dans un domaine qui est toujours un peu celui des avocats, sans faire de juridique, puisque c'est plus du tout le sujet juridique que je traite, c'est le sujet marketing. Et donc en fait, voilà, j'ai trouvé un sujet sur lequel bah, j'ai développé une compétence qui est dans un secteur qui n'était pas mon secteur passion au début, mais dans lequel ben, je vois que je peux apporter de la valeur aux personnes qui en font partie aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est une bonne piste pour commencer à aller creuser des idées de side project. carrément. Et du coup, c'est quoi la suite pour ton projet? Bah écoute, la suite, ça va être continuer à bien roder cette machine d'acquisition. Donc faire qu'il y ait des personnes qui connaissent de plus en plus le service, que ça soit moins confidentiel, puisqu'aujourd'hui c'était confidentiel, on va dire, par le nombre, si tu veux, de personnes qui ont assisté à mes formations, et aussi parce que je communique pas bah, autant que quelqu'un qui serait à 100% sur le projet. J'ai aussi cette contrainte de temps, même si on peut s'organiser. Donc rendre ce service moins confidentiel. Et puis, bah, j'ai toujours, moi, l'objectif de construire le meilleur contenu possible. Donc, rajouter des nouveaux contenus. Le marketing, le gros, c'est quelque chose de vivant, ça change tout le temps. Il y a toujours des nouvelles choses, des plateformes qui évoluent, des nouveaux outils. Donc, il faut s'adapter. Donc, j'aurai cette partie-là, on va dire, de maintenance de mon contenu, qui va me prendre un petit peu de temps, mais qui normalement n'est pas l'activité majeure là, de mes mois futurs. Par contre, bah, j'aimerais bien aller un peu plus loin sur le contenu, rajouter des nouveaux chapitres et continuer à former le plus d'avocats collaborateurs possible pour qu'ils se saisissent vraiment de ce sujet du développement de la clientèle, qui est un sujet important pour développer l'économie freelance chez les avocats. Quelque chose qui n'existe pas encore beaucoup aujourd'hui. D'accord. Euh, j'ai une question. Dans le lancement de ton projet ou au jour le jour, c'est quoi les outils que tu as utilisés? Alors, ce que je vais utiliser le plus, ça va être bah, Trello pour la planification. Je travaille avec un développeur donc pour communiquer. En plus, il vit à Marseille, donc on fait tout à distance sur Trello. Donc tout notre Scrum est sur Trello. La planification aussi, enfin notre roadmap sur le trimestre est sur Trello. On essaie de se fixer des objectifs au trimestre. Ensuite, moi, je rédige pas mal avec Notion pour organiser aussi mes contenus et organiser mes notes que je peux prendre sur tel ou tel sujet et que je vais intégrer ensuite dans des articles. Je passe pas mal de temps sur WordPress puisque la plateforme est sur WordPress. Je vais utiliser pas mal les outils de vidéo, bien sûr parce que ça fait partie de mon projet, hein, donc que ce soit Adobe Premiere pour le montage, l'enregistreur Mac ou Loom pour le marketing. Je communique beaucoup via Loom, donc il y a un petit outil qui permet de se prendre en vidéo et de filmer son écran en même temps. Je communique pas mal avec mes prospects de cette façon-là pour leur présenter un petit peu de manière plus personnalisée les nouveautés sur la plateforme, faire des annonces, les codes promo, etc. Et puis écoute, ensuite bah, j'automatise quelques petites choses aussi évidemment sur LinkedIn. Je vais beaucoup utiliser LinkedIn puisque je prospecte beaucoup là-dessus. Et je vais utiliser Phantom Buster, Prospecting par exemple, pour envoyer des messages de demande de connexion qui vont proposer aussi mon contenu, ma formation gratuite.
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise. C'est pas mal Ouais, déjà. ouais, c'est pas mal. Mais non, non, c'est vrai que c'est des outils assez simples à prendre en main. Il y a beaucoup de plans gratuits. Donc pour ceux qui veulent se lancer, enfin voilà, aujourd'hui on peut faire vraiment beaucoup de choses sans mettre trop de budget. Tu parlais d'un développeur. Vous êtes associé sur le projet ou tu l'as pris en freelance? Bah, j'ai commencé en le prenant en freelance et en fait on s'est associé rapidement parce Ok. que bah, quand on s'est lancé, moi j'avais en tête l'objectif c'était de fournir une plateforme de contenu qui allait être utile aux avocats collaborateurs et de fournir aussi potentiellement des outils qui allaient être intéressants pour eux. Le premier outil, c'était l'agrégateur d'événements, mais il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre en place. Donc c'était important pour moi d'embarquer quelqu'un rapidement sur le projet pour réfléchir à tout ça. Donc on s'est associé, ouais. Bon, tu vois, la problématique d'avoir un profil technique dans son équipe, c'est-à-dire soit un CTO ou un développeur, bon, elle est là depuis un petit moment et elle est de plus en plus présente parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent créer des projets et moins de profils techniques. En fait, j'ai l'impression que passer par un freelance, ça peut répondre à plusieurs problématiques et avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est d'avoir la solution clé en main. C'est-à-dire que, OK, on a une idée, on a un dessin, on a des maquettes. Faire le projet par un freelance, ça vous permettra déjà d'avoir le projet en main et d'aller, pourquoi pas, démarcher des profils techniques pour leur dire, voilà le projet, voilà à quoi ça ressemble. Lui, il va pouvoir s'imaginer un peu plus la solution et toi, tu vas pouvoir aller chercher tes premiers clients. Et ensuite, si le feeling passe bien, s'il est intéressé, bah, le freelance qui a développé cette plateforme, potentiellement, il peut te rejoindre dans cette aventure. Et je crois que du coup, bah, ça a été ton cas. Ouais, 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 complètement. Complètement, surtout que, encore une fois, aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui permettent de faire plein de choses en no-code, surtout dans la formation. Euh, Moi, l'approche que j'ai eue à l'époque, c'était j'ai aussi besoin de quelqu'un à qui je vais devoir rendre des comptes. C'était pas uniquement la partie technique qui me poussait à aller chercher quelqu'un, c'était aussi le fait que bah, toutes les semaines, j'allais avoir à rendre des comptes sur bah, l'avancement de mon travail, que j'allais avoir aussi un ping-pong intellectuel avec quelqu'un qui allait pouvoir me dire aussi, bah ça, je pense que tu fais une connerie ou tu devrais pas le faire comme ça. Et bah voilà, un side project, c'est aussi des hauts et des bas. Et moi, personnellement, mais c'est mon avis, j'ai été super content et je suis toujours super content de pouvoir discuter avec mon associé toutes les semaines. Euh, mais je comprendrais très bien qu'il y a des gens qui disent pas besoin, je me débrouille tout seul, il y a des plateformes qui permettent de le faire tout seul aujourd'hui. C'est vraiment selon les personnes. Faut un peu voir aussi quels sont ses objectifs. S'il va falloir un gros coup de boost de motivation, bah, vaut mieux peut-être effectivement être à plusieurs, sinon on va se démotiver. Et si on se dit, bon, bah, j'ai toutes les compétences et je peux le faire rapidement, bah, dans ce cas-là, faut peut-être effectivement se lancer tout seul, quoi, avec les outils no-code qui existent aujourd'hui. Justement, il y a peut-être des personnes qui ont des projets et qui nous écoutent. Quels conseils on t'a donné ou tu voudrais donner à des personnes qui ont une idée mais qui n'osent pas se lancer? Euh, Bah, je dirais que il faut bien fixer ses objectifs en amont, savoir le temps qu'on va vouloir y consacrer. Est-ce qu'on a envie de monter une entreprise, une startup, ou est-ce qu'on a envie de monter un side project? Ça va pas être du tout le même investissement en temps. Et les deux objectifs peuvent s'entendre. Donc bien réfléchir à ces objectifs et à partir de là, réfléchir aux moyens qu'on va pouvoir mettre en face. Est-ce que si c'est un side project, je vais pouvoir travailler le soir, le week-end? Si je fais le cumul de ces heures-là sur un mois, au bout de combien de mois je vais pouvoir sortir un MVP? Est-ce que je vais pouvoir tester mon idée auprès d'une cible facilement sur mes heures qui ne sont pas mes heures travaillées à mon emploi? Donc je dirais voilà, il faut bien avoir tout ça en tête et pas partir bien en tête sur une idée qui peut être super, mais qu'on n'aura jamais le temps d'exécuter. Il vaut mieux voir plus petit, avoir un scope de mission, d'objectifs beaucoup plus petit, mais auquel on va se tenir. Et déjà, vous verrez que ça va vous prendre énormément de temps
d'avoir quelque chose de déjà très limité en termes d'exécution. Ça demande énormément d'investissement pour construire le produit, le marketer. Donc voilà, je dirais, mon conseil, c'est de partir peut-être sur quelque chose de petit, pas voir trop grand au début, quitte à le faire évoluer ensuite et exécuter voilà, sans relâche, travailler jusqu'à ce qu'on ait cette première version de produit à faire tester. Donc, dans un premier temps, être au clair avec ce qu'on a envie de faire, si on veut monter un side project, si on veut monter une boîte. Ensuite, ce projet-là, le découper en petits projets et l'améliorer au fur et à mesure et ajouter des fonctionnalités. Julien, merci beaucoup pour ton temps et pour ton échange. Où est-ce qu'on peut continuer à te suivre ? Écoute, sur mon LinkedIn, Julien Saint-Flour. Et puis sinon, vous pouvez aller voir le site mitarv.co. Il y a une petite bulle de chat, donc si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à utiliser la bulle de chat aussi, je serai derrière. Super, merci beaucoup Julien, bon courage pour ton projet et je te dis à bientôt. Merci Amine, merci pour l'invite. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Pour retrouver tous les liens mentionnés durant cet échange, rendez-vous sur makerside.club. Vous pourrez également vous inscrire à la newsletter Makerside, dans laquelle je partage chaque lundi un nouvel épisode, des infos exclusives et les coulisses de l'enregistrement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.